C'est officiel, la CENI vient de publier la liste des candidats aux législatives de décembre prochain. C'est une autre étape importante dans l'acheminement vers les urnes. Elle ouvre la voie à d'éventuels contentieux. Sortie de crise à l'université de Koudougou, le gouvernement joue la carte de l'apaisement face aux protagonistes. L'appel est au dialogue pour trouver l'issue qu'il faut. Et puis, c'est devant la Cour internationale de justice que le Burkina et le Niger vont régler le litige qui les oppose sur une partie de la frontière. Nos deux pays se disputent près de 590 km de terrain. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. On revient donc sur la crise à l'université de Koudougou. Suite à des agissements qualifiés d'indisciplinaires, 14 étudiants ont été sanctionnés par le conseil de discipline, chose que rejette l'UGEB. C'est l'Union générale des étudiants du Burkina et elle le fait savoir par voie de presse. Le point avec Moumouni Soubega. L'Union générale des étudiants du Burkina UGEB désapprouve les sanctions infligées contre des étudiants de l'université de Koudougou par le conseil de discipline. Les faits qui leur sont reprochés sont agression des enseignants et boycott des examens. C'est le conseil de discipline qui s'est tenu les 2 et 3 septembre et dont le verdict est tombé à exclure 14 étudiants, dont 8 pour 5 ans des établissements de l'université de Koudougou et 6 définitivement des universités publiques et privées du pays. Les 2 autres étudiants ont vu l'invalidation de leur première session de l'année académique 2011-2012. L'UGEB appelle de ce fait à l'annulation des mesures prises et à la reprogrammation des cours et évaluations. Mahamadou Fayama et ses camarades interpellent également le gouvernement sur cette situation pour un retour à la normale à l'université de Koudougou. Sur la voie du dialogue, le gouvernement a dépêché hier une délégation sur les lieux. Il s'agit pour l'exécutif de renouer les fils du dialogue entre les différents protagonistes. Toute la journée s'est passée en entretien avec les acteurs de l'éducation et autres forces vives de la localité. Drissa Seré. Depuis plusieurs mois, l'université de Koudougou est en proie à une crise en passe de compromettre les activités académiques et le bon déroulement de l'année scolaire. À partir du 4 septembre dernier, cette crise a pris une autre tournure avec l'agression d'un professeur par des étudiants. S'en est suivi la sanction prononcée par le conseil de discipline de l'université à l'encontre de 16 étudiants, allant de l'invalidation de l'année scolaire à l'exclusion définitive de toutes les universités privées et publiques du Burkina. Pour protester contre l'exclusion de leurs camarades, un mouvement de débrayage a été observé sur les campus. Ce lundi, le gouvernement s'est rendu à Koudougou pour apaiser la situation. La délégation a pu échanger avec toutes les composantes de la société, chefs d'établissement, société civile, enseignants et étudiants. De l'avis général, il est demandé aux protagonistes de jouer à l'apaisement et à la préservation de la paix dans la ville de Koudougou. La crise de l'université nous incombe tous. Maintenant, quand nous constatons que s'il y a un père et un fils, s'il y a un manquement, que les deux là s'entendent pour encore continuer à vivre. Et s'ils ne s'entendent pas, ça risque de casser la famille. Et le foyer est complètement foutu. Donc, à notre avis là, les professeurs ont raison. Le père a toujours raison devant le fils. Mais quand le fils trouve son tort, il vient demander pardon au père et on continue, la société continue. Nous sommes pour toute solution qui tend à porter l'apaisement. Mais comme je le disais tantôt aussi, mais ce n'est pas exclu de dire la vérité, car je pense que quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Même si tu vas lui dire la vérité et corriger autrement, c'est toujours mieux et ne pas laisser faire aussi. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce sont les violences faites aux professeurs d'histoire par ses étudiants. La parole a été donnée à toutes les parties qui ont pu s'exprimer de long en large. Le professeur se dit disposé à pardonner pour peu que les étudiants expriment un regret. Le syndicat des étudiants souhaite une solution globale aux problèmes que rencontre l'université de Koudougou. Pensons que l'université de Koudougou, à l'instar même des autres universités, vivent les mêmes réalités. Parce que ce soit à Koudougou, partout dans les universités, il y a véritablement des problèmes. Et ce sont ces problèmes aujourd'hui qui sont la cause, en tout cas de ce que les autres sont là aujourd'hui pour trouver solution. Parce qu'à l'issue de ça, à travers notre organisation, nous avons entrepris des démarches par rapport à ça qui aujourd'hui a conduit à l'exclusion de 14 de nos camarades.
Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a une délégation gouvernementale par rapport à cette situation. À la question de savoir si les étudiants expriment des regrets par rapport à ce qui s'est passé et s'ils sont prêts à présenter des excuses aux professeurs, voici leur réponse. À notre niveau, nous pensons que si les faits sont avérés et il n'y a pas de quoi en tout cas qu'on ne va pas s'asseoir pour pouvoir échanger sur ça. Nous, à notre niveau, nous ne pensons pas que c'est pas un problème. Prenant note des avis émis par les uns et les autres, le gouvernement a aussi abondé dans le sens de l'apaisement. Nous avons essayé de comprendre un peu ce qui se passe, et les frustrations au niveau de l'université, les souhaits des uns et des autres, les positions des différentes parties. Nous avons pris bonne note. Nous avons également pu constater avec beaucoup de plaisir qu'il y a quand même une volonté de dialoguer. On se parle encore, on discute. Et même s'il y a beaucoup, comme je le disais tantôt, beaucoup de rancœur, il y a aussi des problèmes matériels au niveau de l'université. Nous nous sommes rendus compte que toutes ces difficultés ont contribué à exacerber un peu les positions des uns et des autres. Et nous allons en rendre compte à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et nous sommes sûrs que des solutions seront prises pour permettre de prévenir cette crise qui est naissante encore. Conscient des difficultés que traverse l'université de Koudougou, le gouvernement prévoit la construction de nouveaux amphithéâtres pour résorber le problème de salles. Ce qu'il faut retenir de cette rencontre marathon, toutes les parties gardent ouvertes les portes du dialogue. Incessamment, des discussions seront ouvertes pour trouver une sortie de crise. Et non, malgré la tension actuelle qui règne dans cette partie du Burkina, la tenue effective de la fête de l'indépendance n'est pas compromise. Oui, car c'est Koudougou à travers la région qui est désigné pour accueillir la célébration à venir le 11 décembre prochain. Sur ce point précis, on écoute le gouverneur de la région. Je profite de votre micro pour demander aux uns et aux autres aujourd'hui, parce que j'ai entendu ça depuis longtemps, je voulais me faire un communiqué, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre les situations et le 11 décembre. Ce n'est pas du tout lié. Si c'était lié, le président du comité d'organisation, qui est le ministre de la République territoriale, allait me faire certainement une instruction et j'allais rendre ça public. Ce n'est pas lié du tout. Le 11 décembre se prépare calmement, sans lien avec ce qui se passe au niveau de Koudougou et l'ensemble de la région. Alors, ce que moi je voulais dire, c'est comme je l'ai dit tantôt. De part et d'autre, ce que les uns et les autres disent, c'est certainement fondé. Nous avons écouté M. Oubda, certainement c'est fondé. C'est un majeur, c'est un professeur. Quand on l'écoute, c'est fondé. Et puis quand il parle, ce n'est pas méchant. Il n'a fait que décrire ce qui lui est arrivé avec les étudiants. Ses propres étudiants qu'il enseigne. Donc je pense qu'à ce niveau, je vais demander encore une fois à nos chers petits frères et les étudiants de revoir aussi leur copie. Très sincèrement, je n'ai pas de parti pris, mais comme les uns et les autres, parmi eux-mêmes l'ont dit, devant des grands frères, devant des papas, on doit avoir un certain comportement. Devant des enseignants, on doit avoir un certain comportement. Je leur demande, comme ils l'ont dit, de se revoir entre eux d'abord pour se souder, pour mieux réussir leur lutte, mais dans le respect d'autrui et dans le respect de l'État. Dans le respect de l'État et de la nation, ils vont réussir. Et puis ce communiqué pour continuer, la Sonabel a le plaisir d'annoncer à son aimable clientèle que la panne technique au poste de Fer-Kessidougou à l'origine des perturbations de fourniture en électricité sur le réseau national interconnecté dans l'après-midi et la soirée du lundi 15 octobre 2012 a été réparée suite à l'intervention des techniciens du réseau électrique ivoirien. Cela a permis de reprendre l'alimentation de tous les clients le mardi 16 octobre, aujourd'hui donc aux environs de 2 heures du matin. Toutefois, les récentes attaques perpétrées sur la centrale thermique de Yopougon à Abidjan et qui ont pour conséquence de réduire la production énergétique en Côte d'Ivoire limitent le transit d'énergie de la ligne d'interconnexion. Cela pourrait se traduire par des perturbations dans la fourniture d'électricité sur le réseau national interconnecté. D'ores et déjà, la Sonabel voudrait solliciter l'indulgence et la compréhension de ses abonnés
concernés et de la population quant aux désagréments qui pourraient résulter de ces perturbations éventuelles. C'est un communiqué signé la direction de la communication et des relations publiques de la Sonabel. Et puis la suite du journal, autre point de l'actualité, on regarde au carnet des préparatifs des élections couplées municipales et législatives à venir, une étape importante que vient de franchir la Commission électorale nationale indépendante. La CENI vient de publier, conformément à la loi, la liste des candidats à Djuma David Tombiano. Voici la liste des candidats, province par province, parti par parti, de la liste provinciale à la liste nationale. Pour authentifier l'acte de publication, un huissier de justice, et c'est maître Emmanuel Munungu que la CENI a choisi pour satisfaire à cette exigence de la loi. Si la loi a prévu que l'huissier constate, il faut le faire. Ça ne fait que renforcer la transparence et l'équité prônée par la CENI. Les noms et prénoms des candidats sont publiés par voie d'affichage, par voie de presse, notamment par le journal officiel. La liste peut être également consultée en ligne à l'adresse ceni.bf. Le citoyen a la possibilité de se faire une idée des hommes et des femmes pour lesquels il est appelé à voter le 2 décembre prochain. La loi reconnaît à tout candidat et à tout citoyen le droit de contester une candidature. Si en réalité il est constaté véritablement que un candidat n'a pas l'âge requis pour être élu en tant que député, eh bien quelqu'un peut attaquer. Il peut arriver que l'acte de naissance comporte des éléments, j'allais dire, erronés. Et à ce moment, quelqu'un qui connaîtrait bien un candidat dont nous déclarons qu'il est éligible alors qu'il n'est pas éligible du fait de son âge, eh bien, il peut se voir attaqué par celui qui a intérêt. Pour les municipales, on est encore à l'étape de validation des candidatures qui court du 16 au 18 octobre 2012. La publication des listes devront intervenir au plus tard le 2 novembre, soit 30 jours avant la date du scrutin. Ambiance de préparatifs dans les partis politiques également. Les femmes du Rassemblement écologique seront bientôt dans les starting blocks pour le 2 décembre. En attendant, l'heure est au dernier réglage. Elles mettent à jour les connaissances pour mieux assumer leur rôle de femme leader. Kadi Sanogo. Les femmes du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso, le parti de Ramouedraogo, affûtent leurs armes pour les élections couplées du 2 décembre 2012. Conscientes du rôle qu'elles peuvent jouer dans le développement de leur pays, elles ont participé à des formations initiées par le NDA. C'est ce qui explique la tenue de cet atelier de restitution de la formation des femmes leaders politiques et potentielles candidates aux élections législatives et municipales. Objectif visé, mieux sensibiliser les militantes. Nous avons estimé que c'est opportun vraiment de faire la restitution de cet atelier, de cette formation-là, à laquelle toutes les candidates n'ont pas pu prendre part. En fait, c'est pour une large diffusion des informations que nous avons reçues là. Partager nos expériences avec celles qui n'ont pas pu prendre part à cette formation-là, pour qu'elles sachent au moins comment elles peuvent s'armer et puis pouvoir avoir la victoire. Pour les échéances électorales à venir, 17 femmes ont été positionnées comme tête de liste au Kadiogo, soit un taux de 33%. Les jeunes n'ont pas été oubliés. Je suis très reconnaissante aux dirigeants de mon parti d'avoir eu cette confiance en moi. Et mes ambitions, c'est vraiment de pouvoir réussir, de pouvoir relever ce défi-là. Parce que la jeunesse burkinabé est vraiment confrontée à plusieurs problèmes. Et je pense qu'en tant que jeune, je suis mieux placée pour parler de ces problèmes parce que c'est mon vécu quotidien aussi. Pendant une journée, les femmes du parti de Ramouedraogo vont se pencher sur les questions relatives au statut de candidate et à la préparation de la campagne électorale. Et puis la 26e édition du Tour cycliste du Faso, c'est dans moins de 72 heures. Autant dire qu'il reste juste le temps des derniers réglages. Sur l'ensemble, les organisateurs sont plutôt satisfaits du déroulement jusque-là. Ils sont allés en témoigner face au Premier ministre Sié Sylvestre Da. À 3 jours du top de départ du Tour du Faso, la Fédération burkinabé de cyclisme et les étalons sont allés solliciter l'accompagnement du Premier ministre Béyon Luc Adolphe Tiao et de son gouvernement. Le Premier ministre, effectivement, nous a reçus et il a encouragé les cyclistes burkinabés. Et nous avons aussi exposé
les difficultés que nous rencontrons sur l'organisation du Tour du Faso. Et le Premier ministre nous a encouragés et aussi nous a promis de se pencher sur effectivement les difficultés que nous avons élaborées. De plus en plus, nous n'avons plus de sponsors. Vous savez que le Tour du Faso d'abord appartient à l'État burkinabé. Alors, donc nous sommes venus exposer tout cela. Le Premier ministre a rassuré la fédération de son soutien, un soutien qui permettra sans doute de surmonter les difficultés. Et il a demandé aux coureurs de travailler à conserver les maillots jaunes. Avec l'esprit d'équipe, on va mieux faire que l'année passée. Cela passe nécessairement par une bonne préparation. En dépit des multiples problèmes qu'ils ont soulevés par-ci par-là, je crois que nous observons des étalons qui ont en tout cas un moral très haut et qui ont un esprit très soudé. Nous avons une préparation continue. Préparation continue, ce sont les courses nationales que nous voyons ici, plus les courses internationales. Le programme a été très bien suivi. Et ce regroupement, c'est un regroupement de finition, un regroupement de mise au vert qui sont bien encadrés par en tout cas des entraîneurs de renommée. Il y a une équipe en tout cas d'encadreurs très techniques qui sont là et qui sont en train de faire la mise au vert, qui sont en train de finir sur le plan technique, sur le plan tactique. Les étalons cyclistes sont regroupés depuis le 6 octobre au stade du 4 août pour les derniers préparatifs afin de mieux affronter la 26e édition du Tour cycliste international du Faso, prévu du 19 au 28 octobre 2012. Et puis cet autre communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale pour continuer, M. Jean-Baptiste Natama, précédemment secrétaire permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP auprès de la présidence du Faso, a été nommé le 15 octobre 2012 directeur de cabinet de Mme Nkozana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine à Addis Abeba. Cette nomination est une consécration de l'expérience de M. Natama sur la question internationale sur les questions internationales et constitue une reconnaissance de la qualité des ressources humaines burkinabè. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale se félicite de cette marque de confiance de la présidence de la Commission de l'Union africaine à l'égard du Burkina Faso, qui témoigne du rôle important que joue notre pays sur la scène internationale et africaine. C'est donc un communiqué signé Djibril Bassolé, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Et puis la suite du journal, le nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats est à présent installé dans ses fonctions. C'est donc Maître Mamadou Traoré qui va désormais diriger la grande famille de la défense burkinabè pendant 3 ans. Également installé avec lui les plus proches collaborateurs, à savoir les membres du Conseil de l'ordre. Le nouveau venu se fixe pour mission l'unité, la formation et le rayonnement de la défense. Aboubacar Sayon. L'ordre des avocats du Burkina est désormais sous les ordres de Maître Mamadou Traoré. Symbole fort et solennel, c'est le premier avocat et premier bâtonnier du Burkina, Maître Passéré Frédéric Titenga, qui a installé le nouvel homme fort du barreau burkinabè. Élu en juin dernier par ses pairs, Mamadou Traoré place son mandat sous 3 signes. Sous le signe de l'unité du barreau, sous le signe d'une formation pour tous les avocats et surtout aussi sous le signe du rayonnement de notre profession. La profession d'avocat, qui est une profession d'intellectuels, a connu beaucoup de problèmes, mais malheureusement, ces problèmes, à mon avis, je l'ai toujours dit, sont liés à l'absence de centres de formation. Et pour relever ces défis, le 8e bâtonnier de l'ordre des avocats a pris un engagement, celui de construire le centre de formation professionnelle des avocats d'ici le début de l'année prochaine. De nombreuses personnalités ont assisté à cette cérémonie au regard de l'importance et du rôle du barreau dans le système judiciaire. Sans le barreau, je pense que les intérêts des citoyens, les intérêts des sociétés ne peuvent pas être défendus. Nous accordons une attention très particulière donc, à l'exercice de cette fonction capitale. Nous souhaitons que le nouveau bâtonnier travaille à faire en telle sorte d'avoir un barreau fort, un barreau uni et cohérent. Et également aussi de travailler à changer l'image et la perception que l'on a souvent de l'avocat dans la société. Nous attendons d'avoir un barreau fort, tout simplement,
indépendant au service des justiciables. Mon plus grand souhait est que le bâtonnier entrant puisse, en prenant le témoin, en prenant la relève, puisse porter ce barreau, porter l'avocat encore assez félicité par et pour lesquels on admire le droit burkinabé, on admire l'avocat burkinabé et sa défense. La cérémonie a également été marquée par l'installation des 13 membres élus du Conseil de l'Ordre. Ils auront pour tâche de conseiller et d'épauler le nouveau bâtonnier dans l'accomplissement de sa mission. L'Ordre des avocats du Burkina a été créé en 1986 avec pour mission de réglementer la profession d'avocat et de défendre les intérêts de ses membres. Prestation de serment également pour le nouveau commissaire du gouvernement après la Cour des comptes, nommé en Conseil des ministres du 29 août dernier. Jérôme Traoré prend officiellement les rênes de l'institution judiciaire. À ce poste, il a pour tâche d'œuvrer à l'application de la législation en vigueur dans le domaine des finances publiques. Nathalie Kaoré. Le nouveau commissaire du gouvernement après la Cour des comptes est une personnalité bien connue du monde de la justice burkinabé. Intégré dans le corps de la magistrature le 1er septembre 1985, il a occupé plusieurs fonctions dans ce milieu, dont la plus importante est celle de ministre de la Justice, garde des Sceaux. Titulaire, entre autres, du diplôme d'études approfondies en finances publiques et fiscalité, il exercera au sein du parquet général de la Cour des comptes et seul l'intérêt public doit constituer sa principale préoccupation. Son activité essentielle est de produire des conclusions écrites portant sur le droit, ceci en sa qualité d'avocat défenseur de la loi bien sûr étant entendue comme l'expression de la volonté générale. Désormais membre du parquet général au sein de la Cour des comptes, il sera chargé principalement de poursuivre les infractions relatives à la gestion des finances publiques. Et c'est un nouveau commissaire du gouvernement qui se dit prêt à assumer sa nouvelle fonction. Je suis avant tout magistrat de profession et je pense que toutes les tâches dévolues aux magistrats, je peux les remplir convenablement, en toute modestie. Parce que, en fait, une fonction juridictionnelle, c'est une fonction qui est dévolue à tout magistrat, quelle que soit sa durée de fonction et sa spécialité. Bon, j'ai été essentiellement magistrat du siège. Maintenant, c'est une nouvelle expérience pour moi en tant que magistrat du parquet. Et je pense que je vais pouvoir remplir ma fonction convenablement. Le premier responsable de la Cour des comptes a rappelé que le parquet général au sein duquel exercera M. Jérôme Traoré est un organe technique de la Cour des comptes. Et accueillir un homme d'une riche expérience professionnelle va sans doute permettre davantage à cette juridiction de mieux accomplir ses missions essentielles. Et puis on revient sur le processus de règlement du litige frontalier entre notre pays et le Niger. Les deux pays se disputent une frange de la zone frontalière. Notre équipe de reportage est allée en apprendre mieux sur le sujet. Les explications sont de Roger Kam et de Alfred Nikema. Le litige frontalier porte sur le tronçon allant de la borne astronomique de Tongtong au début de la boucle de Boutou, soit quelques 590 km. Les deux parties ont des points de vue divergents sur cette partie de la frontière. Vous voyez de Mongouma, le point triple entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali, à la Mékrou, au sud, qui est le point triple entre le Burkina Faso, le Niger et le Bénin. Donc l'ensemble de la frontière s'étale sur à peu près 590 km. Cependant, vous voyez ici représenter en point rouge les bornes qui ont été déjà matérialisées sur le terrain. Les parties se sont entendues et ils ont posé un certain nombre de bornes dans la zone allant du mont Gouma jusqu'à Tongtong à ce niveau. Puis, dans la partie sud, dans la boucle de Botou, donc vous voyez également ici les bornes qui sont représentées par les points rouges jusque donc au point triple ici, qui lui, même s'il n'est pas encore matérialisé par une borne, a été défini par la Cour internationale de justice dans l'affaire donc qui opposait le Bénin au Niger.
Alors, où se situe le différent donc? Le différent part de la borne de Tongtong jusqu'au début de la boucle de Botou. Alors, à ce niveau, on peut peut-être découper la zone en deux secteurs. Le secteur, comme les Nigériens l'ont appelé, le secteur de Terra, où le texte dit que nous avons donc, la frontière s'infléchit à partir de la borne de Tongtong pour atteindre la rivière Sirba à Bosebango. À ce niveau, pour le Burkina Faso, la frontière est constituée de deux segments de droite. Donc, qui va de Tongtong à Tao et de Tao à Bosebango. Pour la partie nigérienne, dans un premier temps, la frontière était constituée d'une ligne courbe qui joignait les 3 points. Mais à présent, après les plaidoiries orales, on se rend compte que le Niger plaide en grande partie la carte avec quelques enclaves pour mettre donc dans son territoire un certain nombre de villages. Alors, le deuxième secteur est le secteur du Sagna jusqu'au début de la boucle de Botou. Ici, le Burkina Faso donc plaide de suivre donc le cours de la rivière Sirba, ou plus ou moins en partie le tracé de la carte IGN, parce que le texte est légèrement confus à ce niveau. Et la partie nigérienne a laissé tomber cette position que vous voyez ici, qui était sa position première, pour maintenant s'arrêter avant Bosebango, que l'arrêté nomme expressément. Mais nos amis du Niger donc s'arrêtent avant Bosebango et reviennent par une ligne droite jusqu'à hauteur du parallèle de Saï. Là également, il y a un malentendu, parce que pour le Burkina, à hauteur du parallèle de Saï, la ville de Saï est bien connue par ses coordonnées. Donc, il faut donc, à ce niveau-là, tout simplement tracer le parallèle de Saï et ensuite prendre l'intersection de ce parallèle avec la Sirba. Pour nos amis du Niger, à hauteur du parallèle de Saï, c'est donc approximatif, ce qui lui permet de descendre beaucoup plus bas et de couper une partie, de couper un bras de la Sirba un peu plus bas que le Burkina. Ensuite, pour rejoindre la boucle de Botou, l'arrêté, l'ERATOM dit que la ligne, c'est une ligne droite qui va donc de ce point, l'intersection du parallèle de Saï avec la Sirba, jusqu'à la boucle de Botou. Et pour nos amis du Niger, il y a un point frontière qui est créé sur la route Ouagadougou-Niamey et qui s'appelle poteau frontière, par lequel passe donc la ligne frontière. La volonté des deux pays de se défendre devant la Cour internationale de justice dans un climat apaisé a été saluée par leurs représentants qui, du reste, espèrent que ce litige soit tranché de manière définitive et accepté par tous. Voilà donc pour le dossier litige frontalier, affaire à suivre donc. En attendant, les Burkinabés de Côte d'Ivoire sont mieux au fait de la question des réformes politiques au Burkina. C'est le ministre en charge de ce volet qui est allé apporter les précisions au menu des échanges. Également, l'épineux sujet du statut de la chefferie traditionnelle, Sié Sylvestre Da. Le ministre d'État, ministre chargé des relations avec le Parlement et des réformes politiques, Arsène Boyen-Sanyé, en mission en Côte d'Ivoire du 4 au 10 octobre en compagnie de ses collaborateurs, a visité Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké. Des villes dans lesquelles il a eu des rencontres avec la diaspora burkinabé ainsi qu'avec des autorités et personnalités ivoiriennes. Il s'agissait pour cette mission d'informer la communauté burkinabé des réformes politiques en cours dans leur pays, partager l'expérience des autorités ivoiriennes en matière de statut de la chefferie traditionnelle et coutumière et jeter les bases d'un partenariat entre les ministères chargés des relations avec les parlements des pays de la CEDEAO et de l'UEMOA. Ce sont des échanges d'informations, des échanges destinés à renseigner nos ressortissants sur ce que nous avons entrepris au Burkina Faso, notamment dans le domaine des réformes politiques qui ont été enclenchées depuis décembre 2009 par le président Blaise Compaoré, réformes qui visent à mettre à jour
notre constitution ainsi que différents aspects de la vie démocratique de notre pays après 20 ans de pratique démocratique. À toutes les étapes, la mobilisation, l'accueil et l'attention des Burkinabés de la Côte d'Ivoire aux communications du ministre d'État étaient remarquables, témoignant sans doute de leur attachement à la situation politique de leur pays. Les questions et commentaires n'ont pas manqué, ainsi que des plaidoyers. Au nombre de ces plaidoyers, on note entre autres les questions de l'effectivité du vote des Burkinabés de la diaspora, la création des ministères des Burkinabés de l'étranger, les modes de désignation des représentants de la diaspora au futur Sénat, la problématique des candidatures indépendantes et l'élection d'un consulat honoraire à Thiès-Salé. Nous avons donc échangé avec nos compatriotes sur leurs préoccupations quotidiennes également, sur le vote des Burkinabés de l'étranger, sur un peu sur les réalités de leur vécu quotidien. Et je dois dire que nous repartons très satisfaits des échanges que nous avons eus avec eux et nous allons rendre compte au gouvernement du Burkina Faso. Un séjour de 7 jours riche en enseignements de la vie du ministre d'État, convaincu que la participation de la diaspora est indispensable à la construction d'un Burkina émergent. Retour chez nous et direction Ouaïguia dans le nord, les forces vives de la localité viennent d'y tenir la conférence régionale de la décentralisation. Les discussions ont porté sur le fonctionnement des collectivités territoriales. En vue, il s'agit de mieux orienter les acteurs sur le cheminement du processus de la décentralisation. Yarkiteda. Les conférences régionales constituent une des recommandations de la conférence nationale de la décentralisation tenue le 17 octobre 2011. Elles offrent l'opportunité aux acteurs locaux de mesurer ensemble les performances des collectivités territoriales et de discuter des problèmes propres aux régions. Les assises régionales répondent à ce souci d'animer la décentralisation dans un espace organisé au niveau régional pour que la conférence nationale soit le lieu de définition des orientations et pas de débat sur les préoccupations purement spécifiques par région. À Ouaïguia, dans la cité de Nabakango, les acteurs des 31 communes de la région du Nord qui ont répondu à l'appel se proposent de faire l'état des lieux de l'appropriation de la maîtrise d'ouvrage par les élus locaux. Nous avons assisté à pas mal de réalisations, mais ces réalisations ont connu quand même quelques difficultés, notamment dans ce qu'on appelle les marchés publics et même l'appropriation en tant que telle même de la maîtrise d'ouvrage. Les principaux acteurs de la mise en œuvre de la décentralisation dans la région du Nord trouvent en cette session un espace de débat libre et démocratique qui va permettre de renforcer les capacités des collectivités à assurer pleinement leurs responsabilités. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui, autour d'une même table, au niveau local, de pouvoir réfléchir donc, sur ce que c'est que la décentralisation, notamment sur le thème que nous avons choisi donc, pour discuter en cette session-là. Outre l'état des lieux de l'appropriation de la maîtrise d'ouvrage, les participants à la rencontre de Ouaïguia vont également échanger sur les questions liées au fonctionnement des collectivités territoriales en lien avec les axes du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation. Ils vont également faire des propositions pour le plan d'action triennal, le PAT 2013-2015. Un hôpital à visage humain. Jusque-là, l'aspiration de l'usager est restée un vœu pieux. Peut-être plus pour longtemps, l'hôpital Yalgado Ouedraogo déroule un projet de réhabilitation de l'image du centre. Cela passe par tout un processus qui commence depuis la porte de l'institution. Des agents d'accueil sont en formation. Peggy Ouedraogo. Souvent critiqué quant à l'accueil qui y est réservé, l'hôpital Yalgado Ouedraogo se refait une santé. Il s'agit d'une nouvelle vision, celle de l'humanisation du centre de santé. Une humanisation qui passe par une première étape importante, qu'est l'amélioration de la qualité de l'accueil du malade. Les filles et garçons de salle, c'est le premier contact avec le malade. Et vous savez aussi que cette catégorie de personnel, souvent, beaucoup sont venus, mais ce n'est pas à partir d'une formation professionnelle dans une école. Donc, ils apprennent le métier sur le tas. Mais au-delà du fait que pour les garçons de salle, on pousse des brancards, on soulève des malades, etc. Mais c'est des gens qui doivent apprendre à accueillir le malade. Puisque dès que vous franchissez la porte, c'est lui qui est le premier à vous conduire. Et ils ont besoin de savoir que le malade, ils sont, en plus de leur qualité de garçons et filles de salle, ils sont des agents de réconfort.
Et cette première session de formation qui réunit une quarantaine d'agents d'accueil hospitalier va s'appesantir sur des thèmes bien précis. Nous avons retenu d'une manière générale l'accueil en milieu hospitalier. Mais nous allons évoquer aussi l'aspect humanisation de l'hôpital. Au-delà de l'humanisation, nous allons apprendre à ces garçons et filles de salle comment accueillir un malade, savoir écouter le malade, compatir avec le malade, avoir une certaine empathie du malade. Au-delà de cette formation, la direction générale de l'hôpital Yalgado veut valoriser son capital humain. Ainsi, la session de formation va s'étendre, bien entendu, à tous les agents d'accueil de l'hôpital, mais aussi au personnel médical. Dans le département de l'action sociale, l'on vise la pérennisation de la solidarité. Pour qu'elle soit agissante, la solidarité a besoin de stratégies de financement. Autour de la question, les acteurs clés du ministère se sont retirés à Kombisiri, Pélagie, Savadogo. Lors de son premier conseil d'administration des secteurs ministériels de l'année 2012, le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale s'était appesanti sur la problématique du financement pérenne des actions de solidarité. Aujourd'hui, une cinquantaine de participants se réunissent à Kombisiri dans la province du Bazaiga pour définir des stratégies de financement pérenne des actions de solidarité au Burkina Faso. L'atelier que nous ouvrons ce matin a pour but de réunir différents acteurs qui sont sollicités régulièrement par des personnes qui sont en situation de vulnérabilité pour une prise en charge afin que nous puissions réfléchir ensemble sur un financement pérenne des actions de solidarité. Parce que nous nous sommes rendus compte au niveau de notre département que chacun travaille de son côté, mais les montants qui sont mis à la disposition de ces personnes vulnérables ne sont pas connus parce qu'il n'y a pas de prévision au départ. Et comme nous ne travaillons pas dans une synergie, on ne voit pas tellement l'ampleur de la tâche que nous effectuons. Les échanges vont durer 48 heures et seront essentiellement axés sur l'analyse des stratégies actuelles de mobilisation de ressources, l'identification des sources de financement pérennes des actions de solidarité et la détermination de nouvelles stratégies de mobilisation de ressources. La rencontre se tient dans le cadre de la 8e édition du mois de solidarité, débutée le 10 octobre dernier et placée sous le thème « La mise en œuvre de la Charte nationale de solidarité pour une réduction des déficits sociaux ». Les participants devront proposer des solutions concrètes pour une mobilisation importante et pérenne des ressources au bénéfice des couches sociales défavorisées. Les préparatifs du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou se déroulent bien. À cette édition, le Japon est pays invité d'honneur. À ce titre, le pays du soleil levant a financé la construction d'un pavillon du même nom. À quelques jours de l'ouverture des rideaux, le ministre de tutelle du CIAO et l'ambassadeur du Japon sont allés visiter le joyau Yolande Lompo. Bâti sur une superficie de plus de 2800 mètres carrés, le 5e pavillon de la 13e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou est fin prêt. À cette étape, on peut se féliciter que l'ensemble en tout cas des corps de métier qui sont sur l'ouvrage, notamment le pavillon, ait respecté les délais qui sont prescrits. Donc je voudrais les féliciter parce que nous étions suffisamment inquiets qu'on ne puisse pas respecter les délais contractuels. Nous avons vu que le pavillon est terminé. Donc j'ai posé la question au corps de contrôle. Est-ce que l'ouvrage est parfait? Est-ce que le pavillon est un bon pavillon qui respecte les prescriptions que nous avons en tout cas données? On m'a rassuré. D'une capacité de 3600 places, avec plus de 100 stands d'exposition, le pavillon du soleil levant accueillera les stands du Japon et d'autres nationalités pour des échanges B2B. Nous allons exposer par exemple les objets d'artisanat du Japon intitulés les formes façonnées à la main et aussi les kimonos anciens, modernes et contemporains. Et aussi, nous allons faire un concert de tambour japonais
qui est très impressionnant. Rendez-vous incontournable au fil du temps, aussi bien pour les producteurs africains que pour les acheteurs nationaux et internationaux. Pour cette édition, les organisateurs du CIAO se sont dotés d'un groupe électrogène pour pallier d'éventuels délestages à certains endroits du site. Et puis, quelques notes musicales que nous relaie le festival Ouaga Hip Hop. C'est par un grand concert que la manifestation marque sa 12e édition. Sur la scène, les mélomanes ont pu apprécier les talents de rappeurs venus du Burkina et quelques pays de la sous-région. Retour sur l'événement avec Hervé, Biram Goto et Nyarkiteda. C'est dans une totale euphorie que Daragi, tête d'affiche de cette 12e édition de Ouaga Hip Hop, a survolé la scène du CIAO. Cette présente édition, tout comme les précédentes, a réuni les artistes de différentes nationalités sur une même scène dans une ambiance de partage et de convivialité. On n'abandonne pas, on ira jusqu'au bout, on verra fortune, on ira sur la lune, aux yeux de Neptune. Ouaga Hip Hop est encore là depuis près de 12 ans et ils réussissent quand même à fédérer les pays parce que c'est pas évident de mélanger beaucoup de communautés sur une même scène. Donc Ouaga Hip Hop l'a réussi. Aux côtés de Yerusha de la Côte d'Ivoire, Sessimé du Bénin et Sanabob du Burkina Faso, des jeunes talents comme Kings du Togo ont tenu le public en haleine pendant un bon moment. Ouaga Hip Hop 12, c'est d'abord une soirée découverte qu'on appelait Plateau Découverte Ouaga Hip Hop. Ça nous a permis à nous, organisateurs, et aussi à d'autres professionnels, des producteurs, des managers, de découvrir des jeunes groupes. Je dirais même pour moi, il y a une révélation d'Ao, qui est un jeune burkinabé qui est arrivé, qui était aux États-Unis, qui est rentré, qui a fini ses études, qui est rentré, qui a été vraiment la révélation de cette découverte. Une occasion pour le public burkinabé de découvrir les nouvelles perles de la musique africaine. J'ai apprécié quand même quelques artistes, par exemple la Béninoise qui est passée tout à l'heure. Franchement, elle fait de la musique internationale, c'est une artiste qui a de l'avenir. En dépit des difficultés d'ordre financier, la structure Humaniculture œuvre depuis 12 ans à ce que chaque édition de Ouaga Hip Hop soit une réussite et permette aux artistes africains de se faire connaître sur le plan régional et international. Voilà donc qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous retrouvons